Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est samedi, bon week-end à toi, c'est le dernier épisode de la semaine et donc on va répondre comme chaque semaine aux questions qui m'ont été envoyées sur le répondeur. Alors juste pour rappel, tu as un lien en description de chacun des podcasts qui te permet de laisser un message vocal Alors là j'en ai vraiment reçu pas mal donc je vais pas pouvoir tous les passer. Je précise aussi que tous les messages qui font plus d'une minute, je ne les passe pas non plus parce que j'ai précisé maintes fois que plus d'une minute c'était trop long. Donc on va commencer tout de suite. Si tu as des questions à me poser pour la semaine prochaine, vas-y, tu peux aller directement, tu peux cliquer sur le lien en description qui t'emmène vers le répondeur et poser une question, tu peux le faire directement depuis ton téléphone, ça a pas besoin, t'as pas besoin d'avoir un super micro ni quoi que ce soit. Alors je commence par une question de Lise. Bonjour Antoine, c'est Lise, merci pour ta réponse concernant la curation. Et j'ai une autre question en fait par rapport au podcast, c'est est-ce que tu penses que il faut faire une introduction ou dire carrément hello c'est Lise, voici de quoi on va parler aujourd'hui. Et puis la deuxième chose c'est pour les podcasts avec des interviews, comment tu penses qu'il faut se préparer par rapport à l'invité, est-ce qu'il faut chercher pendant une semaine ou comment tu penses qu'il faut faire. Voilà, merci beaucoup pour ton aide et à plus tard pour une prochaine question. Bonjour Lise, alors question podcast. La première réponse que je peux donner c'était à propos de l'introduction. Moi j'aime bien, alors c'est vraiment une question, c'est les goûts et les couleurs. Je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des commentaires chaque semaine en me disant mais enlève cette introduction, elle est horrible, j'en peux plus. Moi j'aime bien ça. Parce que ça me rappelle un petit peu, je sais pas, Friends, tu vois, quand j'étais petit, je regardais Friends, la série Friends, et à chaque fois, au bout de quelques minutes, t'as le générique. Alors c'est toujours la même musique, c'est toujours les mêmes images, c'est long, faut te le taper à chaque fois, tu vois, à l'époque, t'avais pas Netflix avec la possibilité en un clic de quitter l'introduction, donc tu devais te la taper à chaque fois. Mais finalement, ça crée une sorte d'ancrage émotionnel, c'est-à-dire que quand t'entendais cette musique, tu savais que t'allais passer un bon moment. Et moi c'est un peu comme ça que je le vois l'introduction, c'est-à-dire qu'évidemment les gens qui l'écoutent tous les jours savent ce que je vais dire, il n'y a plus aucune surprise, ça n'a pas d'intérêt factuel. Mais pour moi ça peut créer une sorte d'ancrage émotionnel pour les gens qui aiment bien le podcast et ça peut, tu vois, la musique, la voix, ça peut te mettre dans un état un peu où tu dis voilà là, aujourd'hui je vais apprendre des choses, ça va être intéressant, je vais passer un bon moment. Moi c'est pour ça que j'aime bien les introductions. Et puis le deuxième avantage déjà c'est que je peux le faire très facilement avec Auphonic, j'ai pas besoin de faire un montage à chaque fois donc c'est très simple à mettre en place. Et puis quand t'as des nouveaux auditeurs, le podcast c'est pas comme sur YouTube, on n'arrive pas comme ça sur une vidéo. Généralement les gens trouvent ton podcast peut-être sur iTunes ou alors c'est le bouche à oreille et puis ils vont voir, ils cliquent sur le premier épisode sur lequel ils tombent et si tu veux, ils te connaissent pas et comme le podcast, moi je parle généralement aux gens qui me connaissent déjà, c'est assez difficile. Par exemple, quelqu'un qui viendrait de tomber sur ce podcast, il dirait mais pourquoi il se met à répondre aux questions ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De quoi est-ce qu'il parle ? Et ça permet aux gens qui ne te connaissent pas de savoir immédiatement de quoi est-ce que tu parles, quel est ton objectif. Donc je suis pour moi faire une petite intro à partir du moment où ça reste court, où ça reste simple et où tu peux le faire facilement. La deuxième question, c'était au niveau des interviews. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup d'interviews en podcast, donc je serais pas le mieux placé pour te répondre. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Antonin Archer, qui fait un podcast qui s'appelle Nouvelle École. C'est pour moi le meilleur intervieweur que je connaisse. Et ce gars-là a quand même une particularité, c'est qu'il connaît très bien son invité. Il connaît très bien la personne qu'il invite, alors pas forcément parce qu'il le suit depuis des années, mais au moins parce qu'il a fait le travail de recherche. Il a pris le temps de se renseigner sur le passé de cette personne, sur qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, quelles sont ses particularités, et donc il va pouvoir lui parler un peu comme un ami. Et les pires interviews qu'on peut voir, souvent c'est les interviews, tu sais, à la fin du 20h de TF1, où le mec connaît absolument rien à la personne qui est en face de lui, et il va lui poser des questions bateau pour faire la promo de son film, mais il n'y a aucun intérêt dans ces questions-là. Là, on va aller dans Nouvelle École, on va aller vraiment sur des questions beaucoup plus profondes. Les gens, je sais qu'il y a des gens qui se sont révélés dans cette interview, enfin qui se sont,
qui se sont confiés, voilà, je trouvais pas le mot, qui se sont confiés dans cette interview comme jamais ils s'étaient confiés avant, justement parce que déjà le format audio est plus facile, mais aussi parce que ils étaient face à quelqu'un qui était bienveillant et qui les connaissait bien. C'est peut-être la deuxième chose aussi, c'est d'être bienveillant, pas essayer de faire une interview en mode journaliste où le but c'est à moitié de piéger la personne. Si t'essaies de piéger la personne va pas te montrer la meilleure facette de sa personnalité, elle va se mettre en mode défensive et t'auras pas les meilleurs conseils si la personne est en mode défensive. Si tu commences par dire à la personne qu'elle pourra, voilà, elle aura un droit de regard sur ce que tu vas faire, elle va pouvoir te dire si elle veut supprimer tout ce qu'elle veut, et si tu lui expliques que toi ton objectif c'est pas de la piéger mais c'est vraiment d'avoir une discussion intéressante, bon bah tout de suite la personne va être plus détendue et ça va pouvoir avoir une discussion plus intéressante. Je sais pas, je me souviens moi j'adore Steve Jobs, tu vois, et le problème, ce qui est vraiment triste c'est qu'il y a pas beaucoup d'interviews de Steve Jobs, il y a pas beaucoup de contenu de Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas un créateur de contenu, donc voilà, il a pas eu l'occasion de faire beaucoup de contenu, il a pas fait de bouquin ni rien. Mais il y a quelques interviews qu'on peut trouver sur YouTube, et il y en a une notamment à All Things Digital, donc il était interviewé par un journaliste qui s'appelle Walt Mossberg. Et j'aime pas le journaliste parce que tu vois, l'interview dure 1h30 et en 1h30 t'as peut-être 5 minutes de bon contenu de pur Steve Jobs qui te parle de choses passionnantes, et tout le reste du temps t'as pas ça. Pourquoi? Pas parce que Steve Jobs n'avait pas envie d'en parler ou parce qu'il avait rien à dire, parce que les questions des journalistes ont aucun intérêt. C'est que des questions sur des polémiques à 2 balles qui étaient seulement pertinentes à l'époque mais qui ont plus aucun sens aujourd'hui. Par exemple, il doit passer 15 minutes à le harceler avec la technologie Flash. Pourquoi vous avez pas mis Flash dans les iPads? Bon bah finalement on s'en bat les couilles, tu vois, aujourd'hui ça n'a absolument, heureusement qu'il a pas mis Flash dans les iPads, aujourd'hui on s'en fout, plus personne n'utilise Flash. N'empêche qu'il est devant un des mecs les plus intéressants du monde et tout ce qu'il trouve à lui dire c'est ouais, pourquoi vous avez pas mis Flash dans les iPads? Et moi ça me tue ce genre de choses. T'es face à un mec qui est 10 fois plus intéressant que toi, qui a accompli 10 fois plus de trucs dans ta vie, t'as au moins, ne serait-ce que la décence de lui poser des questions intéressantes, d'essayer d'en savoir plus sur sa vision du monde, sa vision de la vie, sa vision du futur, ce qu'il fait. Donc en tant qu'intervieweur, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de faire en sorte que l'invité donne le meilleur et pas qu'il soit sur la défensive pour essayer de le piéger comme un petit journaliste minable. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus, il est assez tranché, il est assez partial, mais c'est comme ça que je conçois les interviews. Ensuite, j'ai une question de Claudia. Ouais, bonjour Antoine, je m'appelle Claudia. Alors ma question va te sembler un peu bizarre. Je suis en train de préparer mon tout premier contenu et le blanc. Je sais pas quoi dire, j'ai beau bien maîtriser mon sujet, je sais pas par quoi commencer, et je suis comme une imbécile parce que rien que pour me présenter déjà, je sais même pas ce que je dois dire, j'ai peur d'en dire trop ou pas assez, enfin le flou total. Et voilà, j'ai cherché une vidéo éventuelle où tu pouvais peut-être parler de ça, ou j'ai vérifié dans les formations que j'ai achetées et j'ai pas trouvé de réponse. S'il te plaît, viens à mon secours. Bonne continuation à toi, à plus. Salut. Bonjour Claudia, alors je vais être franc avec toi et tu le sais, en écoutant ton message, t'as pas de problème d'élocution en particulier, t'as pas de difficulté à t'exprimer, t'as aucune difficulté à formuler des idées, t'as aucune difficulté à être sympathique aussi dans ta façon de parler. Donc le problème il est pas là, le problème il est pas dans ton expression, et je pense que le problème il est pas non plus dans ce que t'as raconté. À mon avis t'as plein de trucs intéressants à raconter. Moi ce que j'ai l'impression de voir c'est un blocage caméra. Tu me dis que c'est ta première vidéo, c'est normal quand tu fais ta première vidéo d'être mal à l'aise devant la caméra, de pas savoir quoi dire, d'avoir l'impression de pas être à ta place. C'est naturel, ce serait même bizarre, ce serait inquiétant presque si t'avais aucun problème à le faire. Et les idées que je peux te donner par rapport à un blocage caméra, j'en ai 5 à te donner. La première idée, c'est tout con, c'est de pas parler à la caméra, mais de parler à un ami, à un parent, à ton copain, à n'importe quoi, à quelqu'un qui est à côté, tu vois, qui est à côté de la caméra, et tu lui expliques un truc. Et simplement, ce que tu fais, c'est que tu poses la caméra à côté. Tu peux le faire, par exemple, aussi à un client. Si tu fais du coaching, je sais qu'il y a des gens qui font ça, ils font un coaching et ils posent la caméra à côté. Et donc, ils ne parlent pas à la caméra, ils parlent à la personne à qui ils ont l'habitude de parler, puisque c'est leur métier. Donc, fais en sorte que tu parles pas à la caméra à qui tu n'as pas l'habitude de parler, mais tu parles à quelqu'un à qui tu as l'habitude de parler. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la première idée que je peux te donner. La deuxième idée, ça va te paraître aussi très bizarre, mais il faut le tester. C'est un truc, il faut le tester et ça marche. L'idée, c'est de coller la photo d'une personne que tu connais bien, une personne avec qui tu es à l'aise de discuter, avec qui tu as l'habitude de discuter, sous la caméra. Tu t'imprimes cette photo-là, je sais pas, tu vas sur Facebook, t'imprimes cette photo-là, tu la colles sous la caméra et juste en dessous de l'objectif, et au lieu de regarder l'objectif, tu regardes cette photo et tu t'imagines que tu parles à cette personne. C'est un truc à tester, ça fonctionne extrêmement bien, ça paraît très bizarre mais il faut le tester. La troisième idée,
c'est de réduire ses notes. Alors ça aussi, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que tu vas me dire, bon, si je sais pas quoi dire, il faut que j'écrive plein de trucs, comme ça je vais savoir quoi dire. Souvent ça marche pas comme ça, souvent c'est au contraire, plus on va avoir des notes qui vont être fournies, par exemple, plus on va écrire des phrases complètes sur son bout de papier, plus ça va être difficile de parler avec ce qui vient de nous. On va parler avec ce qui vient de l'extérieur, mais pas avec ce qui vient de l'intérieur. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de réduire tes notes au maximum. Si tu veux garder des notes, tu peux même essayer de travailler sans notes, mais je te conseille simplement d'avoir quelques bullet points, tu vois, c'est-à-dire que quelques points, tu vois, avec juste des mots, un mot égale une idée, et tu commences par des sujets que tu connais bien, par des sujets que tu maîtrises, et tu vas voir que si tu pars simplement d'un seul mot, bah, tu vas pouvoir parler peut-être pendant 5, voire pendant 10 minutes d'un sujet. C'est vraiment qu'il faut s'entraîner à le faire si tu veux, mais c'est possible et c'est plus simple souvent quand on a peu de notes. La quatrième idée que je peux te donner, c'est de faire une vidéo pour du beurre. C'est-à-dire que tu t'allumes la caméra, mais tu te dis, ok, cette vidéo-là, je ne vais pas la publier. C'est pas une vidéo qui est faite pour être publiée, c'est une vidéo qui est faite pour m'entraîner. Et tu peux répéter, en fait, avant de faire une vidéo et de la publier, tu peux répéter comme ça. Mais je te conseille pendant ta répétition de quand même allumer la caméra. C'est pas grave, tu vas pas le publier. T'allumes quand même la caméra et tu dis, allez, cette fois, je me lâche, je donne le meilleur, allez, je m'envole, tu vois, je me fais une Lucini, tu vois, je pars un peu dans mon délire. Et c'est pas grave parce que je vais pas le publier. Et tu vas voir que parfois même, c'est ce premier jet qui va pas être fait pour être publié qui va être le meilleur parce que justement t'auras pas cette pression là d'être filmé et de devoir faire un truc nickel. Donc faire une vidéo pour du beurre, t'entraîner, peut-être faire une répétition avant de faire ta vidéo. Et puis la cinquième étape, bien sûr, c'est de s'entraîner. Si c'est ta première vidéo, ne t'inquiète pas, c'est naturel d'être paralysé devant la caméra. Il faut le refaire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ensuite, j'ai une question de Patrick, pardon. Salut Antoine, c'est Valmer. Écoute, ça fait à peu près 1 an que je te suis, que j'apprécie ce que tu fais, que j'écoute pas mal d'autres aussi dans tout ce qui est sujet développement personnel, marketing, etc. et tout ce qui gravite autour. Et je me posais une question. J'ai l'impression que les personnes comme toi qui vendent des formations, en fait, vendent des formations à des gens qui les achètent dans le but, au final, de à leur tour faire des formations. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le serpent va finir par se mordre la queue si le seul but des gens, finalement, c'est de se former pour à son tour former. Alors, c'est peut-être pas si négatif que ça, je sais pas, mais je sais pas si ce modèle est viable à long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Merci, ciao. Alors, ça me saoule parce que je reçois souvent exactement cette question-là. J'y réponds aussi souvent. Les gens croient un peu que ce que je fais, c'est un MLM, tu vois. C'est genre, je recrute des gens pour revendre les mêmes produits derrière. Et ça n'a rien à voir. Si tu veux, déjà, ma formation la mieux vendue, c'est même pas une formation sur la création de contenu. Ma formation la mieux vendue, c'est une formation sur la prise de notes. C'est celle qui a fait le plus de ventes la première semaine. Une formation sur la prise de notes. Donc rien à voir avec le fait de gagner de l'argent en créant du contenu. Une de mes autres formations la mieux vendue, c'est une formation sur le Bitcoin. Encore une fois, rien à voir. Moi, ma thématique, c'est pas la création de contenu. Ma thématique, c'est la liberté. Et je parle de plein de sujets qui sont liés à la liberté individuelle. Et évidemment, un de ces sujets-là, c'est gagner sa vie en créant du contenu. Pourquoi je parle de ce sujet-là et pas un autre sujet? Simplement parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Je vais pas te parler de dropshipping, je vais pas te parler de, j'en sais rien, de créer une boîte et vendre des produits physiques. Je vais pas te parler d'un sujet que je connais pas. Je vais parler d'un sujet que je maîtrise, un sujet que je connais bien, en tout cas de la partie d'un sujet que j'ai pu tester, que j'ai pu toucher. Donc moi, le sujet que je connais bien, c'est la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai créé plus de 700 contenus sur le web, j'ai vendu plus de 40 ou plus de 50 formations. Donc il y a un moment, tu vois, c'est le sujet que je maîtrise le mieux, c'est le sujet dont je parle. Et je pense que c'est normal que ce soit que ceux qui enseignent un sujet soient ceux qui le fassent. Quand moi j'étais en école de commerce, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat. Alors déjà c'est bizarre, tu vois, des cours d'entrepreneuriat ou des cours de créativité. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent c'était enseigné par des gens qui avaient jamais créé la moindre boîte de leur vie. Et tu sais quoi ? Bah c'était des cours qui servaient à rien parce que ces gens-là n'avaient pas l'expérience. Si ces gens-là étaient capables de créer une boîte à succès, ils seraient pas profs d'entrepreneuriat dans une école de commerce, ils seraient entrepreneurs. Et finalement, bah les meilleurs bouquins pour apprendre à devenir écrivain, devine quoi, ils sont écrits par des écrivains. Je pense à Stephen King qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, On Writings je crois, enfin faut aller voir Stephen King qui a écrit un bouquin sur le fait de devenir écrivain. Est-ce que les gens viennent le faire chier en disant ouais mais attends c'est le serpent qui se mord la queue Non, parce que finalement c'est le mieux placé pour faire du contenu là-dessus. Et moi, j'incite pas les gens à faire la même chose que moi. J'incite pas les gens à faire du contenu pour aider les gens à faire du contenu. J'incite pas les gens à se lancer dans mathématiques. Et si je le fais, c'est pas parce que j'ai peur d'avoir de nouveaux concurrents.
Si je le fais, c'est parce que c'est une des thématiques les plus difficiles. Ma thématique, la thématique du marketing ou du business en ligne, c'est une des thématiques les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de gens dedans. Il y a beaucoup d'escrocs aussi dans ce milieu-là. Il y a très peu de confiance. Toutes les techniques marketing ont déjà utilisé, c'est saturé. Les gens, ils en peuvent plus. C'est extrêmement difficile de se lancer aujourd'hui dans cette thématique, exactement comme c'est extrêmement difficile de se lancer aujourd'hui dans la thématique du développement personnel, qui est peut-être la thématique la plus utilisée pour ce business model. Et pourtant, il y a des centaines d'autres thématiques où il y a un boulevard, et moi c'est ça que j'essaie de dire, et je vois des gens qui me suivent, qui sont, je sais pas, qui sont dans la natation, qui sont dans la cuisine, qui sont dans la santé, qui sont dans la musique, et qui cartonnent simplement parce que il y a personne dans ces thématiques-là, et donc ils ont une audience ils ont pas de concurrence. Leur audience n'est pas du tout habituée à ces stratégies marketing efficaces qui faiblissent forcément dans les thématiques où elles sont surutilisées. Et ça cartonne, il y a des résultats qui sont extraordinaires. Donc moi, je suis le premier à dire ne faites pas comme moi, ne faites pas la même chose que moi, allez pas vendre les mêmes formations que moi, parce que vous allez en chier, quoi. Et j'ai pas envie d'aider des gens qui essaient de faire des copies conformes de ce que je fais et qui n'y arrivent pas. Parce que c'est normal s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'on est déjà plein à le faire. Donc, allez dans des thématiques où il n'y a personne. Il y a tellement de thématiques où il n'y a personne. Il ne faut pas penser que ces thématiques-là, elles intéressent moins les gens. Je veux dire, il y a des petits hobbies ou des trucs qui sont la passion numéro 1 de beaucoup de gens. On pense que le développement personnel, c'est la vie, mais il y a les 3/4 des gens, enfin même 90% des gens, n'en ont strictement rien à foutre du développement personnel. Les gens, ils sont impliqués, je sais pas, dans leur activité professionnelle, ou je sais pas, ou dans leur famille, ou je sais pas, dans dans le golf, dans la natation, dans la chanson, dans la musique, dans ces choses-là. Mais la plupart des gens n'en ont rien à foutre du développement personnel, la plupart des gens n'en ont rien à foutre de créer un business en ligne. Ce sont des micro-niches qui sont ultra blindées de gens, qui sont ultra difficiles. Donc moi, je conseille pas de faire la même chose que moi, je conseille simplement d'appliquer ce modèle-là, qui est un modèle qui marche pour l'avoir testé sur moi, sur des clients à moi et sur des centaines de personnes qui ont démarré mes formations et qui aujourd'hui vivent de ce qu'ils font. Je suis convaincu que c'est un business model qui est viable sur la durée, qui est viable sur l'avenir. Et c'est quelque chose auquel je crois. C'est pas... Si tu veux, c'est pas une petite tendance en ce moment qui marche bien pour se faire des sous facilement sur Internet. Pour moi, c'est un changement structurel de la société. C'est-à-dire qu'on arrive vers une société où énormément d'emplois actuels vont être supprimés, vont être remplacés par des intelligences artificielles, exactement comme au XXe siècle, il y a énormément d'emplois dans l'industrie qui ont été remplacés par des robots et des machines. Ça va être le cas pour l'industrie des services, ça va être la transformation. On est passé au XXe siècle finalement d'un secteur du travail qui était industriel à un secteur du travail tertiaire, au service, et je pense que le 21e siècle, ça va être la phase suivante. On va passer du secteur des services au secteur peut-être de la formation, de l'art. Il suffit de regarder le nombre de coachs qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas, tu demandais à 20 ans, t'étais à un dîner il y a 20 ans avec des potes, ça n'existait pas les coachs. Aujourd'hui, tu vas à un dîner, t'en as au moins 4 qui sont coachs, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est pas, tu vois, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est un changement structurel de la société. Aujourd'hui, les gens qui sont coachs ou les gens qui sont formateurs ou les gens qui partagent des idées sont des gens qui ne peuvent pas encore être remplacés par des intelligences artificielles et qui pourront probablement pas être remplacés par des intelligences artificielles pendant au moins 50 ou 100 ans. Donc c'est un métier d'avenir, donc c'est un métier qui va probablement énormément se développer et bouleverser la façon dont on travaille au 21e siècle. C'est comme ça que je le vois. Donc ok, c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, mais on s'en fout finalement. Est-ce que c'est embêtant ? Est-ce que finalement, il vaudrait mieux que je parle d'un sujet que je maîtrise pas ? J'en sais rien, moi je maîtrise un sujet, j'en parle. Ensuite, je reprends une deuxième question de Lise. Hello Antoine, c'est encore Lise, juste une question super rapide. J'adore les séries télé, mais je ne sais pas s'il y aura un business à faire autour de ça. Je vois pas trop. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité ou que c'est juste une passion et que du coup, il y a malheureusement rien à faire avec ce thème-là ? Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. Non, ma réponse c'est non. Fais un podcast ou une émission sur YouTube sur les séries télé si ça te passionne et que t'as pas l'intention d'en vivre. Si t'as l'intention d'en vivre, c'est encore une fois une des thématiques qui est les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le divertissement. Et dans le divertissement, les gens n'ont pas de besoins. Ou en tout cas, s'ils ont des besoins, ces besoins sont déjà largement comblés par l'industrie du divertissement, qui est une des plus grosses industries aujourd'hui, qui est, je sais pas, tous les moyens. Enfin, tu vois, t'as des séries sur Netflix, les gens mettent des dizaines de millions de dollars pour les produire. Enfin, tu vois, c'est difficile, si tu veux, de faire de l'argent, toi, dans ton coin, en étant dans cette
cette même thématique qui est le divertissement. À la limite, la seule chose qui marche dans ces thématiques-là, c'est le sponsoring ou c'est les dons. Et dans les deux cas, il faut déjà avoir une très grosse audience. Donc si c'est ta passion et que tu as juste envie de le faire pour le plaisir, fais-le. Qui je suis pour t'empêcher de le faire? Si ton objectif c'est de monter un business viable, rentable, relativement rapidement, ne le fais pas et cherche plutôt une thématique qui correspond à 3 choses, c'est-à-dire qui est au croisement entre ta passion, tes compétences et un marché. Les gens pensent souvent passion, compétences, lors du suivez votre cœur et tout, c'est bien gentil, mais s'il n'y a pas de marché, ça ne sert à rien. Le marché est au moins aussi important que ta passion et tes compétences. Si tu arrives à trouver quelque chose dans lequel tu es bon, quelque chose que tu aimes et quelque chose qui répond aux besoins d'un marché, tu as une bonne thématique pour moi si tu veux appliquer ce business model, vendre des formations et vivre de ton contenu. Ensuite, j'ai une question de Cédric. Salut Antoine, c'est Cédric Watine d'Outils Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je te dis bravo d'être passé au podcast, je suis absolument convaincu de ce média, tu t'en doutes. J'aimerais bien d'ailleurs un jour échanger avec toi. Donc il me reste 45 secondes pour te poser mes 3 questions. Première question, penses-tu que le format audio soit adapté aux formations aussi? Moi je fais du podcast donc en audio, en revanche mes formations elles sont en vidéo. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Deuxième question, tu dis que le passage à l'action est meilleur en audio parce que les gens restent plus longtemps sur une audio. Je suis d'accord avec toi, mais l'inconvénient, c'est que le passage à l'action est pas évident parce qu'on n'est pas forcément devant son ordinateur ou avec son portable dans la main pour passer à l'action. Et souvent, il y a l'écoute d'un côté et le passage à l'action se fait plus tard, ce qui n'est pas formidable. Dernière question, comment est-ce que tu quantifies ton audience? Moi, je sais que je fais 800 000 téléchargements par an, mais je ne sais absolument pas combien de personnes ça concerne exactement. Donc j'ai dépassé la minute, on est à 1 minute 07, je te laisse, je te dis encore bravo pour ton travail et j'espère à bientôt un jour pour échanger sur les podcasts. Salut. Bonjour Cédric, alors la première réponse c'est oui. Je pense que le format audio est adapté aux formations à la condition que ce soit ce format dans lequel tu puisses donner le meilleur. L'objectif d'une formation, c'est pas de faire un truc joli, c'est pas de faire un truc mignon. L'objectif d'une formation, c'est d'apporter un maximum de valeur pour aider ton client à obtenir des résultats. Et si pour toi apporter un maximum de valeur, ça passe par faire de l'audio, parce que quand tu fais de l'audio, tu peux être plus concentré sur ce que tu dis, ça peut être très bien de faire des formations en format audio. Pour l'avoir testé, j'ai fait aussi tous les formats pour les formations. Pour avoir testé le format audio, ça vend pas spécialement moins. J'ai pas forcément eu de retour négatif là-dessus. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelque chose de visuel à montrer. Moi, j'aime bien le format où tu dessines sur un tableau. Je trouve que c'est particulièrement bien adapté pour les formations et c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Mais par exemple, je sais pas si tu es en voyage et que t'as pas de tablette ou t'as rien pour dessiner et que tu te dis, bon bah voilà, ma seule façon de faire une formation c'est de le faire en audio, je pense qu'il vaut mieux faire la formation, la faire en audio, essayer de faire un truc bon, que de décider de ne pas la faire parce que t'as pas le matériel et d'utiliser ça comme une excuse. La deuxième question que tu m'as posée, c'est... question intéressante. Oui, c'est bien le podcast parce que l'attention est meilleure, mais c'est plus difficile de faire un appel à l'action parce que les gens sont pas sur l'ordinateur prêts à cliquer et prêts à sortir leur carte bleue. C'est vrai. Malgré tout, moi ça m'est arrivé d'écouter des podcasts, d'avoir des appels à l'action avec des gens qui vendent des produits et d'être tellement emballé par le produit que genre je suis en train de couper mes tomates, je m'arrête au milieu, je vais me laver les mains, je me sèche les mains, je sors, je suis sur mon téléphone et j'achète le truc, tu vois. Donc si t'es vraiment emballé par le produit, je pense que la résistance va pas être si grosse que ça. Disons que c'est plus important de faire en sorte que les gens restent suffisamment longtemps pour être vraiment emballés du produit que de faire en sorte que ce soit ultra facile de commander, bien que ce soit quand même ça puisse être un frein. Je suis d'accord avec toi. Une solution peut-être, ça pourrait être d'envoyer un appel à l'action par mail. Par exemple, de vendre un petit peu le produit pendant toute la semaine et puis à la fin de la semaine d'envoyer un dernier mail en disant voilà un lien direct pour acheter le produit par exemple, les conditions sur le produit ou le tarif de lancement va se terminer ce soir. Ça peut être intéressant de le faire par mail parce que pour le coup, quand les gens sont devant leur mail, ils sont souvent devant un ordinateur et ça va être davantage facile pour eux de cliquer et de passer commande à ce moment-là. Donc ça peut être une solution, malgré tout ce que tu dis est vrai, mais je pense que ce que tu gagnes
grâce au format audio est plus important que ce que tu perds à cause de la difficulté de l'appel à l'action. Et puis ta troisième question, c'était que c'est difficile de quantifier son audience sur un podcast. Alors, je voudrais te rassurer, moi non plus, j'ai pas de moyen simple de quantifier mon audience. T'as des statistiques qui sont offertes par Apple Podcast, t'as les statistiques sur SoundCloud, t'as les statistiques sur YouTube, tu peux combiner tout ça, avoir une estimation. Malgré tout, c'est très difficile pour les podcasts. Et j'ai envie de te dire, on s'en fiche. Notre métier, c'est pas de faire de l'audience, notre métier, c'est pas de convaincre des annonceurs avec notre audience. Notre audience n'est pas notre argumentaire de vente. Donc à part, tu vois, pour avoir nos statistiques personnelles, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, franchement, je m'en fiche, tu vois. J'ai des vidéos de vente qui ont pas fait beaucoup de vues, qui ont mieux vendu que des vidéos de vente qui ont fait beaucoup de vues, qui ont pas vendu beaucoup. Donc c'est pas ce qui compte le plus, et je pense que dans notre cas, c'est pas très grave de pas pouvoir quantifier notre audience. Ensuite, j'ai une question de Hugo. Salut Antoine, et tout d'abord merci pour tout ce que tu fais pour nous, les makers. J'ai une question par rapport à la concurrence, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je voulais savoir comment est-ce que tu ferais, toi, si tu étais un tout nouveau youtubeur et que tu voudrais faire exactement comme monsieur Antoine BN, c'est-à-dire aider les gens à créer du contenu. Puisque je me posais la question, si quelqu'un prend toutes tes formations et fait exactement la même chose que toi, comment est-ce que tu vas garder tes abonnés si la personne fait la même chose? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Et si toi tu commençais, comment tu pourrais gérer le fait que tu veuilles exactement faire la même chose que quelqu'un d'autre? Comment te différencier? Merci à toi et bonne fin de journée. Bonjour Hugo. Alors je pense qu'on n'est pas Carrefour ou Lidl. C'est-à-dire que notre différenciation, elle porte sur un peu plus de choses que le prix des petits Suisses, quoi. Et on se démarque par notre personnalité, on est des créateurs de contenu. Et je sais que il y a des gens qui font du contenu très similaire, et ils ont une partie de l'audience qui adhère vraiment à la personnalité de l'un, une partie de l'audience qui adhère vraiment à la personnalité de l'autre. On n'est pas vraiment en concurrence, dans le sens où ce qui va faire la différence, c'est pas le prix de ce qu'on vend, c'est pas le contenu de ce qu'on vend, c'est davantage notre personnalité, notre ressemblance aussi avec les gens qui nous suivent. Je sais qu'il y a des gens, il y a pas mal de jeunes qui me suivent parce qu'ils vont s'identifier un petit peu à moi, et des gens peut-être plus âgés vont suivre d'autres gens comme Jean Rivière auxquels ils vont davantage s'identifier. Donc il y a aussi tous ces facteurs à prendre en compte, et je pense qu'il faut pas tellement avoir peur de la concurrence dans le domaine de la création de contenu. La concurrence, souvent, joue davantage le rôle d'apporteur d'affaires que de concurrence. C'est-à-dire qu'ils vont contribuer à l'awareness, tu vois, la prise de conscience autour de notre thématique. Ils vont faire en sorte que la thématique devienne plus populaire, et ils peuvent aussi nous apporter des clients, ils peuvent nous apporter des clients sur le long terme. Donc on se démarque par sa personnalité. Et puis c'est vrai qu'au début, souvent quand on se lance, on est inspiré par quelqu'un, on a tendance à tout faire pareil. Mais quand je dis tout faire pareil, c'est pas seulement le contenu, c'est genre à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va se dire qu'aurait fait X, qu'aurait fait cette personne-là, qu'aurait dit cette personne-là à ma place, et on va avoir tendance à un petit peu répliquer un petit peu tout ça. Et je pense que c'est normal, surtout quand on est jeune, on est à la recherche un peu d'un rôle modèle, tu vois, de quelqu'un de qui s'inspirer, on se connaît pas encore très bien, et je pense que la solution à ça, c'est simplement de mieux se connaître et de commencer à bâtir sur soi. L'erreur qu'on va faire souvent, c'est qu'on va essayer de bâtir sur la personnalité de quelqu'un d'autre, au lieu de bâtir sur notre propre personnalité, donc on va jouer un personnage qui n'est pas nous et qui est faux. Pour moi, la solution, c'est d'apprendre d'abord à se connaître, ce que Gary Vaynerchuk appelle le self-awareness. Pour lui, c'est un peu la clé de tout, de toutes les réussites qu'on peut avoir dans sa vie, c'est apprendre à se connaître. Et c'est intéressant parce que je suis en train de lire un bouquin sur Steve Jobs qui s'appelle Becoming Steve Jobs, qui est très intéressant. C'est l'histoire d'une transformation, ce bouquin-là. Il parle de la transformation entre le Steve Jobs jeune qui faisait plein de conneries, et le Steve Jobs vieux qui avait toujours des défauts, mais qui avait appris à vraiment connaître ses forces et ses faiblesses et à jouer avec ça pour faire ce qu'Apple est devenu. Et je pense que finalement, c'est ça la solution, c'est de vraiment se connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître sa personnalité, pas essayer de se raconter une histoire à propos de nous-mêmes qui est fausse, et d'être un personnage, mais ce personnage, c'est nous-mêmes en exagéré. C'est-à-dire, si t'es quelqu'un qui se met souvent en colère, tu vas pas essayer de te forcer à ne pas te mettre en colère, tu vas utiliser ça dans tes podcasts et tu vas l'exagérer. Si t'es quelqu'un qui est toujours joyeux, tu vas pas essayer d'être moins joyeux dans tes podcasts, tu vas exagérer ça. Si t'es quelqu'un, je sais pas, qui est un peu efféminé, tu vas l'exagérer. Si au contraire t'es quelqu'un, je sais pas, t'es un mec qui est bien masculin, tu vas l'exagérer. Mais peut-être garder ta personnalité et exagérer cette personnalité-là. Et évidemment, tu pourras pas attirer tout le monde en faisant ça, mais les gens que tu vas attirer vont vraiment adhérer à ce que tu fais. Et c'est ça aussi qui va limiter, qui va
casser un petit peu cet esprit concurrentiel que tu peux avoir avec les autres, c'est que personne pourra te voler ta personnalité et le faire aussi bien que toi, puisque ta personnalité, elle t'appartient. Donc c'est ça le conseil que je pourrais donner, c'est d'abord apprendre à mieux te connaître et bâtir sur soi. Évidemment, ça va pas se faire en une journée, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Ensuite, j'ai une question de Nathan. Salut Antoine, alors je voulais poser une question par rapport au format. Alors t'as à peu près tout essayé niveau format. Il y a une époque où tu te filmais en vidéo à ton bureau et en même temps tu mettais l'audio en format podcast sur les agrégateurs de podcast. Et c'est quelque chose que tu as fait et que je fais actuellement. Et je me demandais pourquoi tu as arrêté de faire ça. Parce que pour remettre en question la chose, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ou alors est-ce qu'il faut faire un podcast, pur podcast, ou alors des vidéos, pure vidéo comme tu as pu faire, où il y a une époque où tu faisais vraiment que de la vidéo, et une époque où tu faisais que du podcast, et une époque où tu faisais les deux, c'est-à-dire que tu mettais l'audio de la vidéo où tu parlais devant une caméra en format podcast. Et je voulais savoir ce qui était la meilleure solution et si c'était une bonne idée de faire ça ou pas. Merci à toi. C'est marrant parce que, bonjour Nathan, j'étais à un séminaire d'un gars qui s'appelle Thierry Cadasnovas à Paris, c'était super intéressant, il parlait d'alimentation et de santé. Et ce gars-là disait, tu vois, tout le monde lui posait la question, en gros, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Moi, j'ai telle maladie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je fais cacamou, qu'est-ce que vous me recommandez? Enfin, c'était n'importe quoi. Et à un moment, il a dit, putain, je vais me faire imprimer un t-shirt où il y aura marqué ça dépend. Et comme ça, à chaque fois qu'on me posera une question comme ça, je montrerai mon t-shirt et ça m'économisera de la salive. Et je pense que je vais faire exactement la même chose, c'est que je pense qu'il me faudra un t-shirt avec marqué ça dépend. Ce genre de questions, tu vois, où tu me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je fasse de l'audio, de la vidéo, et c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, évidemment ça dépend, fais ce qui est le mieux pour toi, fais ce qui marche le mieux pour toi, et la meilleure façon de faire ce qui marche le mieux pour toi, c'est de tester les différentes façons. Alors oui, moi j'ai fait des vidéos où c'était comme des podcasts mais en vidéo, mais je me suis rendu compte finalement que je pouvais beaucoup plus me livrer et peut-être apporter plus de valeur quand je faisais simplement de l'audio et quand j'avais pas un petit peu cette pression de ce deuxième outil d'enregistrement qui était la caméra, que finalement entre faire un podcast où je suis juste à mon bureau et je parle pendant 1 heure en vidéo et le faire la même chose en audio, ça apportait pas beaucoup plus de valeur de le faire en vidéo, alors autant le faire en audio, ce qui me permet aussi de le faire dans la rue, de me balader, de le faire dans n'importe quel endroit, d'avoir pas besoin de soigner le décor, de pouvoir le faire le matin quand je suis pas lavé, etc. Donc moi j'ai fini par choisir ça. Ça veut pas dire que je changerai pas encore plus tard, je testerai pas d'autres choses, mais la seule réponse que je peux te donner, c'est teste, vois et choisis. Mais c'est pas moi qui vais choisir à ta place. Ensuite, j'ai une question de Mathis et je pense que la réponse sera exactement la même. Salut Antoine, je voulais savoir tout simplement, selon toi, quel est le meilleur moment de la journée pour créer son contenu? Et est-ce que tu penses qu'il y a une méthode miracle pour tout le monde? Ou est-ce que tu penses que ça dépend des gens? Voilà. Merci beaucoup, continue ce que tu fais, t'es au top. Bonjour Mathis, je pense qu'il n'y a jamais de méthode miracle pour tout le monde. Allez, ça fait déjà 32 minutes, on va faire les deux questions qui restent assez rapidement. J'ai une question de Rémi. Salut Antoine, alors voilà, moi c'est Rémi, j'avais une question à te poser. Comment tu fais pour avoir autant de pertinence et d'efficacité dans tes idées? Voilà, comment tu te formes, si tu avais un conseil à me donner. Car voilà, étant créateur de contenu sur Instagram dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel, j'aimerais moi aussi vendre des infoproduits. Et donc voilà, merci. Bonjour Rémi, premier conseil, avoir des grands principes. C'est quelque chose que tu fais pas en un claquement de doigts, ça prend un peu de temps, mais faire en sorte que tout le contenu que tu vas parler, peu importe ce dont tu parles, même si tu parles de, je sais pas, de la culture des bégonias, peu importe ce dont tu parles, que tout soit basé sur des grands principes, si possible des principes qui vont un peu à l'encontre de ce que tout le monde dit, des principes un petit peu contre-intuitifs, mais toujours basés sur des grands principes, ce qui va t'aider après à trouver des idées qui seront basées sur ces principes-là. La deuxième chose, c'est d'être à l'affût des événements du réel. Par exemple, je sais pas, tu te balades dans la rue, il t'arrive une histoire, un truc, pose-toi toujours la question, ok, cette histoire, quel est le lien que je pourrais faire entre cette histoire et les grands principes que je défends? Je vais te donner un exemple. Moi, je me baladais dans la rue, je prends un mobike, les vélos là dont j'avais parlé dans un précédent podcast, et je me dis c'est dingue, ce vélo est atrocement inconfortable et pourtant c'est le seul qui reste à Paris. Et la raison pour laquelle c'est le seul qui reste à Paris, c'est parce que il a pas joué sur la performance et le confort du vélo, il a joué sur la solidité, il a compris où était son avantage concurrentiel. Et ça m'a donné finalement une idée de podcast. J'ai fait un podcast entier basé sur cet exemple-là,
parce que ça confirmait finalement un des grands principes que je voulais faire passer sur ma chaîne. Donc toujours être à l'affût des événements du réel, des histoires qui t'arrivent, des histoires qui arrivent à tes amis, pas hésiter à en rajouter un peu. L'important c'est de pouvoir illustrer, si tu veux, un grand principe d'une façon différente, peut-être d'une façon que tu n'avais pas encore fait avant. Et puis la troisième chose, alors c'est un truc que j'ai développé quand je faisais des vlogs, donc c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je voyageais et je faisais des vlogs, c'est-à-dire je racontais un peu ma journée tous les jours, j'essayais de faire passer des idées pendant ce temps-là, et j'avais une sorte de principe, c'était toujours le vlog d'abord. Le vlog passe avant tout. Quoi que je fasse dans ma journée, le vlog est l'ultime priorité, et si j'ai pas fait mon vlog à la fin de la journée, c'est pas bien. Donc de la même manière, ce que tu peux faire, c'est toujours penser contenu, c'est-à-dire que quoi que tu vives, quoi que tu fasses, quoi que tu lises, quoi que tu écoutes, toujours te dire quel lien est-ce que je pourrais faire avec mon contenu, avec mes grands principes. Et finalement, en étant toujours un peu dans cette mentalité-là, et c'est aussi l'intérêt de faire du contenu très régulièrement, c'est que tu vas baigner un petit peu dans cette mentalité-là, plus tu vas faire du contenu, plus tu vas penser contenu et plus tu vas trouver des idées de contenu, des idées pertinentes, parce que tu vas voir le monde avec ces espèces de lunettes qui sont des lunettes transformatrices qui vont permettre de transformer tout ce que tu vois en idées pertinentes que tu vas pouvoir transmettre à ton audience. Voilà, j'espère que j'ai bien pu répondre à ta question. Et je réponds à la dernière question d'Adrien qui concerne les crypto-monnaies. Salut Antoine, c'est Adrien. Je te pose aujourd'hui une question sur les crypto-monnaies. Ça fait un moment qu'on t'a plus entendu parler du sujet et j'aurais voulu savoir si tu as laissé tomber ou si tu continues à investir dedans. Au passage, continue tes FAQ, elles sont vraiment géniales et continue à nous inspirer. Merci beaucoup Adrien. La raison pour laquelle je parle plus des crypto-monnaies, c'est parce que j'ai rien à dire de plus. Je continue ce que j'ai commencé il y a quelques mois. Alors forcément, il y a un truc avec les cryptos, c'est que quand c'est en hausse, tout le monde en parle, et quand c'est en baisse, plus personne n'en parle. Il y a un peu l'effet d'aubaine. Quand c'est en baisse, les gens ont pas trop envie d'en entendre parler. Quand c'est en hausse, il y a cet effet un peu FOMO, tu vois, Fear of Missing Out, on n'a pas envie de rater le truc. La raison pour laquelle j'en parle plus, c'est juste que rien n'a changé. Je continue à investir toutes les semaines dessus. J'investis peut-être un petit peu moins qu'à l'époque parce que j'ai diversifié mes investissements. J'investis aussi sur des actions, des obligations. J'essaie d'avoir un portefeuille assez diversifié. Mais j'investis toutes les semaines sur les crypto-monnaies. C'est quelque chose auquel je crois. C'est-à-dire que je crois en la technologie. Je pense que ça aura une utilité à long terme. Je pense pas qu'on achètera sa baguette de pain avec des bitcoins. Mais je pense que le bitcoin va devenir une réserve de valeur. Une réserve de valeur qui sera particulièrement performante en temps de crise ou en temps de manque de confiance dans les marchés financiers, exactement comme peut l'être l'or aujourd'hui. Je vois le Bitcoin comme un or virtuel et je pense que d'autres crypto-monnaies vont peut-être avoir une autre fonction qui sera plus ancrée dans la vie réelle. Et c'est pas parce que c'est en baisse, ça c'est en baisse depuis pas mal de temps, c'est pas parce que c'est en baisse depuis pas mal de temps que ça va pas remonter. Moi je pense que ça va remonter, c'est un peu, tu vois, avant ça a été en baisse je crois pendant genre 2 ou 3 ans, donc bon, ça peut durer encore longtemps. Mais une bonne stratégie d'investissement, c'est une stratégie où tu t'achètes pas quand tout le monde achète et tu vends pas quand tout le monde vend. Donc là, j'ai pas envie de vendre et je continue, j'ai un bon stock de crypto-monnaies, je continue à en acheter régulièrement. Maintenant, je veux pas te donner de conseils à qui que ce soit. La seule raison pour acheter des crypto-monnaies, c'est de bien les connaître et d'y croire vraiment. Sinon, on n'en achète pas. Et considère que l'argent que tu mets dedans, c'est de l'argent perdu. Moi, je me dis, c'est pas grave. Si ça s'effondre, ça marche plus, c'est de l'argent perdu, c'est pas grave. Au moins, j'aurais participé un peu à l'aventure. Et puis, si ça marche, bah, ça peut vraiment très très bien marcher. Donc, c'est quand même un défi intéressant. Voilà. Donc mets pas ton argent de stock pour la retraite dessus, tu vois, ou de l'argent pour tes prochaines vacances, mais seulement de l'argent que tu peux te permettre de perdre, et surtout prends pas mes conseils comme des conseils d'investissement, fais-toi ton propre avis là-dessus, va te renseigner, si t'y crois pas, ne mets pas d'argent dessus, et si t'y crois, peut-être tu peux t'amuser avec. Voilà, j'ai fini de répondre aux questions, ça fait un bout de temps là que je suis parti, il y avait des questions intéressantes cette semaine. Pour rappel, si tu veux me poser des questions pour la semaine prochaine, c'est pas forcément des questions, ça peut être des témoignages, voilà, n'importe quoi que tu vas faire passer en audio. La seule condition, c'est vraiment d'essayer de faire court, parce que tu vois, j'en ai beaucoup, là il y en a plein que j'ai dû sauter à cause de ça, et essayer aussi de poser une question qu'on m'a pas déjà posée avant, essayer de poser une question auquel je réponds pas dans tous mes podcasts, et essayer de poser une question qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas ultra spécifique, en gros, est-ce que je vais trouver tel truc dans cette formation? Ça, c'est pas des questions à poser en podcast, parce que ça va être utile qu'à toi. Si tu as ce genre de questions, pose-les plutôt, par exemple, à Félix, au support client, qui saura mieux te répondre, et ce sera plus intéressant. Voilà, donc si tu as une question à poser, tu as le lien en description pour accéder au répondeur. J'espère que ça t'a plu. Nous on se retrouve mardi, normalement. Alors pas sûr parce que je vais passer mon code mardi, donc peut-être je serai plus en train de bosser là-dessus. On se retrouvera probablement mardi, mercredi ou jeudi pour le prochain podcast, en tout cas dans la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bon week-end. Si
cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.